Bonjour à tous. Place dans un instant à une table ronde qui s'inscrit dans le cadre des travaux de l'OPEXT, l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques sur le numérique et la santé. Le 21e siècle va devoir faire face à de nombreux défis en matière de santé, notamment liés au vieillissement de la population et ses corollaires, la perte d'autonomie, la dépendance et encore d'autres sujets comme les déserts médicaux. Face à ces problèmes, le numérique et les nouvelles technologies peuvent apporter de nombreuses solutions, mais aussi avec de nombreuses précautions en matière de sécurité ou encore en matière éthique. Ce matin, nous nous intéressons au numérique dans le système de santé actuel, puisqu'il a déjà fait son irruption, par exemple, à l'hôpital avec la gestion informatisée de médicaments ou encore le dossier médical personnel. Tout de suite, donc, retour à cette table ronde qui se tenait jeudi 15 mai au Sénat. Alors en matière de retour d'expérience, nous accueillerons trois personnes vont intervenir. Madame Cereza, qui est présidente d'ISM, assistance à la maîtrise d'ouvrage. Monsieur Bernard, qui est directeur général de l'hôpital Annecy-Genevois. Madame Dola, qui est chef de projet DSI des Hospices civils de Lyon. Et Monsieur Nicolas Brun, qui est président d'honneur du collectif interassociatif sur la santé. Alors effectivement, en matière de santé, on le sait bien, il y a beaucoup d'initiatives, mais elles peuvent être détournées. En France, en matière d'informatique, nous avons des outils efficaces, peut-être pas assez, peut-être trop, comme la CNIL, comme la délégation stratégique des systèmes d'information et de santé au ministère des Affaires sociales, ou l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Le Parlement aussi joue un rôle et comme l'a dit le président de l'OPEXT, nous avons plusieurs missions dans différentes commissions ou missions extraordinaires sur le numérique, mais celle-ci, effectivement, au titre de l'OPEXT, est vraiment centrée sur la santé. Vous avez signalé d'ailleurs que l'Europe maintenant se préoccupait et avait des projets qui pouvaient être importants. Et je crois qu'effectivement, vous avez bien montré que le patient doit être au centre des préoccupations, que sa sécurité et sa sûreté doivent être renforcées avec une information indépendante, certifiée, qui ne semble pas à ce jour assurée. Alors nous sommes des législateurs, et vous nous avez un petit peu interpellés, mais nous, les législateurs, nous définissons un cadre. Nous devons aussi contrôler l'usage qui est fait au plan opérationnel et pratique de ces lois que nous votons. Mais rien ne sert de sécuriser une architecture informatique si, vous l'avez bien montré, elle ne permet pas une prise en charge optimale des patients. Et on peut avoir le meilleur système d'information sécurisé et pour autant mourir dans ce système d'information. Donc l'objectif n'est pas que le numérique, mais l'usage au service des patients. Alors le contexte économique n'est pas très favorable, c'est un euphémisme, et la coopération fondée sur une expérience pratique contribuera à une amélioration de la qualité et on peut prédire à des économies de ressources qui sont indispensables, je crois, pour progresser dans ce domaine. Nous avons des agences, des structures de santé qui sont toutes compétentes et qui doivent veiller à définir des référentiels praticables et adaptés à la réalité. Alors, chaque établissement doit faire évoluer ces réalisations de façon indépendante à l'aune de leurs performances et de leurs coûts. Naturellement, nous évoquons et nous avons tous à l'esprit le DMP, mais nous allons aussi évoquer, les intervenants vont évoquer les systèmes d'information de la PHP, de la PHN, pour citer des exemples, et les directeurs, enfin les responsables comme M. Bernard du centre hospitalier d'Annecy et les patients, les représentants des patients vont pouvoir nous en dire plus. Alors, je vais laisser la parole à Madame Cereza, qui est docteure en médecine, donc fondatrice d'ISM, qui est une société de conseil et de formation
qui est orientée vers les projets technologiques et numériques du secteur de santé. Elle a une expérience qui lui permet d'avoir une vision d'ensemble des problématiques stratégiques de ce secteur. Madame Cereza, je vous laisse la parole et organiser, si vous le pouvez, en 10 minutes le début de cette deuxième table ronde. Merci de me donner l'occasion de parler de tous ces sujets, même si le DMP, par exemple, a l'air d'être un sujet enviable, mais quand même un sujet un peu difficile, car c'est un retour d'expérience qui a été pour beaucoup de sujets, beaucoup de points assez difficiles parce que c'est un projet technologique qui a été décidé par une loi et le caractère général et impersonnel de la loi ne lui a pas été complètement favorable. Il est plutôt, comme certains l'ont dit, assez mal parti. Il est assez mal parti, il devait aller vite. En pratique, ça fait 9 ans et 9 mois. Il y a 459 000 dossiers. Ouvert au 5 mai, et il a coûté, en fonction des visions, 187 millions ou 500 millions. Et encore, si on rapportait tout ce qu'il a coûté à toutes les parties prenantes, et notamment aux industriels, je pense qu'on arriverait à des sommes beaucoup plus considérables. L'ambition initiale, elle était noble, elle était belle, elle était de favoriser la coordination, la qualité et la continuité des soins. Ça reste encore aujourd'hui notre préoccupation à tous, et tous nos projets visent à ça. Bon, moi, je reste, comment dire, un âne qui doute par rapport à la pertinence de la technologie qui donne du sens. Pour moi, vraiment, ce qui donnerait du sens, c'est notre capacité à tous à concevoir une transformation numérique, mais véritablement de la santé. Alors, j'ai trouvé un proverbe chinois qui m'a plu, du livre du Tao, qui est « l'échec est le fondement de la réussite ». Alors, on va se réconforter, le DMP nous a mis sur le chemin. Donc, nous sommes sur le chemin de la réussite parce que le retour d'expérience, le caractère qu'il y a vraiment loin de la coupe aux lèvres en matière de numérique, quand on aborde un grand projet, le DMP nous l'a montré sur de nombreux aspects. Moi, je voudrais quand même rappeler qu'il y a 10 ans, finalement, on s'est lancé sur un dossier qui avait vocation à réunir tous les éléments, à réunir toute l'information. Et moi, je vais parler d'information systématiquement, parce que l'information, c'est quelque chose qui donne du sens aux données. C'est vrai que je fais partie des médecins qui considèrent que trop de données tuent l'information. Trop d'impôts tue l'impôt, trop de données tue l'information. Nous, ce dont on a besoin dans les soins, dans la prise en charge des personnes, dans la prévention, c'est d'informations. C'est d'informations qui ont du sens. Et c'est là que créer un entrepôt de données qui voulait d'emblée attaquer toutes les prestations, être valable de la naissance au tombeau, sur tous les processus de santé, toute la vie, y compris les interventions d'urgence, c'était une ambition démesurée, c'était une utopie. On s'est cassé la gueule, peut-être sur un trottoir, mais en tout cas, j'avais pris l'engagement de ne pas dire de gros mots, c'est loupé. Je suis docteur, vous m'en excuserez. Donc c'est vrai que le DMP était une gageure et la prise de pouvoir du projet technologique a probablement été une erreur. Ça a été une erreur parce que les technologies sont prêtes, les technologies sont là, il n'y a qu'à le mettre en œuvre et ça va être bien et ça va apporter quelque chose, nous a fait ne pas pouvoir travailler suffisamment le à quoi ça sert, le comment on s'organise pour le faire et comment on clarifie les choses. C'est vrai que moi, mon expérience et du SI, j'en fais désormais à peu près toute la journée
si ce n'est pas du SI, c'est de la télémédecine. Donc finalement, bien que médecin et juriste, ma vie quotidienne est composée de technologie. Donc, c'est vrai que pour arriver à faire un projet numérique et à ce qu'il prenne sens, il est important qu'on arrive à partager une vision claire de qu'est-ce qu'on est en train de faire, dans quel cadre juridique on le fait, qu'est-ce qu'on a à faire et comment le numérique apporte une valeur ajoutée. Et aujourd'hui, sur le DMP, clairement, et je remercie ceux qui m'ont invité à regarder mon dossier DMP, il fait quand même 1 mètre. Donc, je pensais avoir pas travaillé dessus, je me trompais. Donc c'est vrai qu'il eût été important, d'éviter les faux débats qui nous ont empoisonné la vie, le masquage du masquage, l'utilisation du NIR, comme si le NIR était de l'identito-vigilance. Ce dont on a besoin, c'est de bien identifier la personne dont on parle. Ce n'est pas de savoir si le NIR il est bien ou il est mal. On a confondu l'objectif, identifier les personnes, et l'objet, l'identifiant. Le consentement des personnes, et là je laisserai les patients, je l'ai développé mais j'ai fait le choix de ne pas en parler. La gestion des DMP des incapables, c'est vrai qu'on a eu des débats absolument ésotériques pour savoir s'il était important que les 2 parents aient accès au DMP. Mais j'en revenais pas. Parce qu'il y a du numérique, on n'a plus de parents. Ben youpi, mais ce n'est pas la vraie vie. Les parents divorcés. Et là, je suis en train d'essayer de vous montrer que le problème, c'est qu'avec le DMP, on a été obligé d'emporter tous les cadres de droit. Le code civil, le code de la famille. Et que du coup, il y a des points de confusion, il y a des points de clarification à obtenir. Et c'est vrai que ça prouve que le numérique, on ne peut l'introduire que dans un processus à la fois ou des processus bien cadrés et que du coup, en médecine, en santé, puisqu'il s'agit, vous parlez beaucoup des médecins, mais somme toute, les acteurs de santé, on a souffert aussi du fait que dans le Code de santé publique, il y a 4 professions à ordre, 5 maintenant, il y a 14 professions qui sont parfaitement décrites d'une manière un peu rigide. Et j'en suis le meilleur exemple. Moi, à l'ordre des médecins, je suis médecin généraliste. C'est un métier que j'ai exercé 8 jours. Et il y a très longtemps. Pour autant, si vous allez dans l'annuaire du CNOM, c'est ma qualification. Donc, il faut être extrêmement attentif aujourd'hui à donner du sens à la transformation numérique. Et pour moi, donner du sens à la transformation numérique, ce n'est pas une question numérique. J'en appelle à un choc de simplification au plan juridique. Même si, il faut l'avouer, pour les juristes qui interviennent sur le champ, ça peut être porteur d'affaires, d'être capable de savoir clairement, dans toutes les circonstances, quelle est la nature du consentement à mettre en place, c'est déjà une valeur. Mais pour moi, aujourd'hui, il faudrait être capable de créer des droits qui nous permettent de fiabiliser les processus par le numérique, parce qu'ils sont clarifiés, parce qu'on connaît exactement les conditions à remplir pour les mener, parce que des 500 000 textes qu'on a faits depuis le début de l'avènement de la médecine, on en a revu pour en clarifier et on l'a vu en biologie, on l'a vu dans la transfusion, on l'a vu en transfusion. À l'époque, j'avais fait un document pédagogique et j'avais appelé ça la compile. C'est-à-dire qu'on avait obtenu de reprendre l'ensemble des textes et de les résumer et de n'en garder que ceux qui étaient pertinents et pas ceux qui ne disaient pas, qui étaient divergents. Et l'autre chose, et là, moi, j'avoue que j'ai entendu des choses, la googlisation de la vie. J'ai un fils qui me dit, maman, à ton âge, si on n'est pas dans le prisme, c'est qu'on a raté sa vie. Je reste attentive à rater ma vie. Je reste attentive, en tout cas, à tenter de le faire. Je crois qu'il faut, en santé,
qu'on crée un espace numérique, un espace de confiance, comme la loi sur la confiance numérique dans le commerce a tenté de construire les conditions de la confiance pour les affaires, je crois fondamental qu'on crée la confiance pour les patients. Parce que Saint-Malo nous l'a montré, l'affaire de Marseille nous l'a montré, non, on ne peut pas mettre les données. Bien sûr, libérons les données anonymes, libérons les... Bien sûr, il faut améliorer les systèmes, mais il faut aussi se rappeler qu'il y a un respect fondamental de la vie à avoir, que n'oubliez pas que quand on aura mis au point toutes ces technologies merveilleuses, nous serons les vieillards dépendants qui vont en profiter. Donc, dites-vous tout ça, à chaque fois que vous parlez, ça, je crois, vous redonner un tout petit peu de prudence. Est-ce que vous auriez envie qu'on vous le fasse et quelque chose qui est extrêmement structurant? Il faut qu'on soit capable de transformer le système de manière à être sûr de créer un espace de sûreté parce que clairement, quand les données sont accessibles, elles sont modifiables et quand les données sont modifiées, ça peut induire également des erreurs de diagnostic, des erreurs de chemin et c'est donc important. Le DMP nous a montré que tout de suite en 3 ans et pour les économies, c'était pas possible, mais chaque processus successivement, en reconnaissant tous les acteurs de la santé et pas simplement les professions dont la description existe dans le Code de santé publique, en allant très loin, parce qu'on s'aperçoit qu'en santé, on est toujours aux confins de la vie, pas simplement de la santé. Être malade, c'est quand même pas un cœur de métier. C'est simplement une circonstance comme d'être blonde, et il faut en tirer un parti il faut absolument, juridiquement, on a besoin d'un cadre plus fort de confiance numérique en santé qui nous permette de savoir à chaque instant quel est le niveau de preuve dont on a besoin par rapport au partage d'une information, quel est l'engagement du professionnel, quel est d'être sûr que tous les professionnels existent. Dans les débats qui m'ont absolument surprise et je vais bientôt cesser, il y avait eu le débat sur la place des secrétaires médicales. Les secrétaires médicales ne sont pas décrites par le Code de santé publique et du coup, à cause du décret confidentialité, il y a eu des gens pour penser qu'il était possible d'organiser une vie médicale sans que sa secrétaire ait accès aux données de santé. C'était des débats qui étaient des non-sens, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'introduction du numérique entraîne un changement des organisations qui fonctionnent. Il faut qu'au contraire, que ça nous permette de fiabiliser les processus et de travailler dans une vraie sécurité du partage entre acteurs de santé au sens extrêmement large, de manière à ce que, effectivement, on puisse dans une vraie préoccupation de gérer effectivement les sommes qui sont mises au service de la santé des populations et de l'accès aux soins. Je n'ai pas envie d'être inflationniste et d'ailleurs je pourrais être tout aussi inflationniste en mettant de la technologie qu'en mettant du sens. Il faut que les données soient disponibles, qu'elles soient de bonne qualité, qu'elles soient à la disposition des professionnels pour qu'ils puissent rendre un service de santé à tous, et ça, moi, c'est ma conviction forte. Et pour ça, j'ai besoin de 2 choses. J'ai besoin qu'on fasse le tri dans les droits, dans les aspects juridiques, et j'ai besoin d'avoir une loi de confiance numérique en santé. Merci, Madame Cereza. Je crois comprendre que votre premier proverbe, l'échec est le fondement de la réussite, on pourrait rajouter qui trop embrasse mal étreint. C'est le résumé de la première approche du DMP. Alors, Monsieur Serge Bernard va pouvoir, dans l'expérience, nous parler de la sienne, puisqu'il est à la tête de la communauté hospitalière de territoire, donc des instances qui ont été créées par la loi Hôpital Santé Patients Territoire, d'Annecy Genevois, et
il a été en charge de cette fusion. Il est attaché aux méthodes de team management, aussi au sein des nouvelles instances de concertation régionale, le CRSA et le CSOS. Et vous allez pouvoir nous parler peut-être de distribution robotisée du médicament, de déploiement des outils et surtout sur les territoires de santé. Quelle est votre expérience et la réalité par rapport à ce que nous venons d'évoquer? Je vous remercie, monsieur. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le député, je vous remercie de votre initiative et de me donner la parole sur ce retour d'expérience qui, effectivement, a pour cadre ce territoire Annecy-Genevois. Il a été jalonné par, je dirais, 3 étapes essentielles. La première que vous évoquez, c'était la phase de construction du nouvel hôpital d'Annecy, qui nous a occupés de 2006 à 2012, avec une ouverture en 2008. Tout ceci pour dire que la phase d'anticipation et de maturation des projets est aussi essentielle dans leur aboutissement. Une deuxième étape qui a porté sur les années 2010-2012, qu'on pourrait caractériser comme une étape d'ouverture vers l'extérieur, après ce travail intense sur l'intérieur, et ensuite une période plus actuelle qui est effectivement le maillage avec les politiques régionales et les politiques de santé autour de nouvelles orientations, en particulier sur les systèmes d'information. Alors sur un temps forcément court, mais que je respecterai, je voudrais d'abord brièvement dire que la chance concernant la construction de ce nouvel hôpital à Annecy a été de ne pas se contenter d'une superbe enveloppe en ciment qui était très fonctionnelle, ce qui était un atout considérable, mais qui, autour des années 2006-2007, partait d'une feuille blanche concernant précisément toutes ces innovations qui nous ont été bien utiles pour faire en sorte que cette belle architecture soit suivie aussi d'autres innovations qui ont encore tout leur sens au jour d'aujourd'hui. Sur cet hôpital numérique d'Annecy, pour le caractériser, c'est d'abord un système connecté autour de l'ensemble des différents opérateurs de santé et des éléments aussi structurels et structurants qui se sont avérés extrêmement utiles par la suite, alors qu'au départ, c'était des sujets qui étaient encore relativement peu investis. Je parlerai essentiellement de la décision de construire un centre technique et logistique et deuxièmement de la décision de systématiser en termes d'innovation tous les process d'automatisation, en particulier la robotisation et l'automatisation de la pharmacie, qui s'est avérée sur le circuit du médicament un choix tout à fait judicieux et qui, sur le plan de sa sécurité et de sa sûreté, constitue encore un exemple extrêmement important. Le troisième élément, toujours lié à cette communication, a porté naturellement sur l'architecture numérique et l'infrastructure numérique, qui à l'époque, effectivement, était une des toutes premières en France. Et au jour d'aujourd'hui, c'est presque une banalité de dire, puisqu'elle a connu beaucoup d'autres développements, qu'effectivement, le choix de cette infrastructure s'est avéré tout à fait utile et nécessaire. Et je le souligne pour dire que les décisions concernant les infrastructures éclairées par les propos de ce matin devront continuer d'être prises avec l'ampleur nécessaire. Enfin, concernant cette démarche, c'est indiqué qu'au-delà de l'enjeu et du poids financier de cet hôpital neuf numérique, c'est aussi dire que la communauté médicale et la communauté managériale étaient déjà très en collaboration, en travail collaboratif, et cette livraison, en quelque sorte, nous a plutôt donné envie de poursuivre cette vision globale et stratégique et de la nourrir dans la deuxième étape d'un lien beaucoup plus direct et beaucoup plus fort sur nos territoires et en même temps sur nos usagers. Cette deuxième époque, donc cette deuxième trace dans notre démarche et dans ce retour d'expérience remonte effectivement aux années 2010 et 2012. Il a eu pour conséquence
effectivement, Madame la Présidente, vous l'avez souligné, l'opportunité de mettre en place une communauté hospitalière de territoire. Je m'y arrêterai quelques instants pour dire que cette CHT, dans le bréviaire et l'abréviation hospitalière, dans le choix en tout cas que nous avons fait, c'est ne pas se mettre dans un cadre de gouvernance classique, mais au contraire mettre tous les acteurs dans un dialogue de gestion et de réflexion ouvert, où les élus d'ailleurs ont tenu toute leur place. Ce choix s'est avéré judicieux et a permis d'éviter le clivage que l'on retrouve encore énormément entre les gros établissements, les petits et les moyens, et cette espèce de forteresse dont il a d'ailleurs encore été question ce matin. Cette CHT se proposait en définitive 2 objectifs simples. Le premier, c'est qu'elle composait déjà un territoire avec des acteurs de santé et avec des usagers, mais aussi avec des politiques de ville, et qu'il était tout à fait essentiel de mettre en convergence ces préoccupations et ces différents plans d'action. Nous l'avons fait donc dans un souci d'efficience et de performance, mais aussi dans un souci d'amélioration de la pertinence que nous pouvions porter modestement dans nos actions. Il y a 2 effets essentiels qui ont été conduits et que nous continuons de considérer comme très pertinents. Nous sommes passés d'un projet médical hospitalier, celui du nouvel hôpital, à un projet médical de communauté hospitalière territoire, et ceci nous a beaucoup nourris et enrichis et continue de le faire. Et deuxièmement, cela a permis aussi, sur des différences de ressources et de richesses, d'accélérer des processus de mise en commun, d'apprentissage et aussi d'esprit d'entreprendre pour mutualiser un certain nombre de prestations et faire en sorte que nous puissions gommer ces différences qu'il peut y avoir entre grands, moyens et petits. Nous avons dans le même temps poussé une réflexion sur le domicile, il en a été question ce matin, en fédérant l'ensemble des organisations d'HAD publiques sur le département de Haute-Savoie, dans le respect des différences de chacun des territoires. Les unes étaient plus urbaines, donc déjà plus occupées par la sphère publique, d'autres, au contraire, étaient complètement animées par des praticiens libéraux, et cette convergence et cette fédération s'est faite dans ce respect d'une ruralité ou d'une approche urbaine à travers des professionnels qui, en définitive, partagent la même préoccupation. La 3e étape est celle qui nous occupe davantage au jour d'aujourd'hui. Elle s'est faite toujours dans une vision stratégique territoriale, mais cette fois-ci élargie. La mise en place des grands espaces de territoire. La région Rhône-Alpes est divisée en 5 territoires. Le territoire Est, autour de l'arc alpin, a été la préoccupation la plus récente, mais aussi extrêmement intéressante pour ouvrir vers des éléments plus périphériques, mais aussi beaucoup tournés vers l'action et l'opérationnel. Il s'agit donc, en 2 mots, d'intégrer les politiques régionales et les initiatives régionales, toujours dans un cadre d'action commun, et en même temps de s'ouvrir à des perspectives plus performantes d'articulation, avec aujourd'hui une réflexion qui tourne autour d'un service régional d'information en santé. 2 exemples pour illustrer ce cheminement très actuel. La mise en place, d'abord, dans le cadre du département, d'une plateforme commune, pompiers, urgentistes, médecins généralistes, usagers, notamment à travers une permanence et une régulation de téléprésence à destination plutôt des personnes âgées. Il s'agit donc d'une plateforme numérique extrêmement performante qui réunit des professionnels qui n'avaient pas pour tradition de travailler ensemble. Ils le font maintenant depuis près de 3 ans et nous sommes à la fois sur l'amélioration de la gestion des risques, mais aussi de la réponse à l'ensemble de ces missions départementales, s'agissant des missions d'urgence et de secours occupées par les services départementaux d'incendie et de secours et par le SAMU. Et enfin, l'exemple qui nous occupe dans une dimension beaucoup plus régionale
Et nous venons de terminer avec succès la phase de test, et qui est un exemple de télémédecine. Nous terminons la mise en place sur le département de Haute-Savoie, mais dans cette perspective Arc-Alpin et dans cette perspective Rhône-Alpes, d'un projet de télémédecine AVC qui est parti d'une contribution extrêmement ascendante au sens des cliniciens et des opérateurs pour nourrir le véritable besoin tel qu'il était identifié sur cette activité médicale aussi très très difficile, puisque comme vous le savez, le temps d'intervention met en corrélation les dysfonctionnements sur les personnes, et donc cette notion de rapidité d'intervention et de circuit propre regroupant tous les acteurs est en train aujourd'hui de se mettre en place dans un cadre de connexion beaucoup plus élargi. Et enfin, je terminerai par deux exemples un petit peu plus iconoclastes, entre guillemets. Nous avons aussi beaucoup travaillé sur les filières gérontologiques, là aussi d'ailleurs avec beaucoup d'ouverture sur les services de régulation en santé, ARS, mais aussi le cadre de compétences des conseils, du Conseil général 74, qui réunit dans un espace de réflexion tous les acteurs et qui s'ouvre aussi à un dialogue avec les usagers. Nous avons pu, dans le cadre de ces projets, postérieurement à l'ouverture du nouvel hôpital, mettre en place une maison des usagers qui a eu un effet plus catalyseur, y compris sur un domaine où très clairement nous ne pensions pas aller, et qui se traduit au jour d'aujourd'hui, désormais depuis maintenant 2 ans, par un projet qui s'appelle HandiConsult. À l'origine, ce sont des médecins, dentistes, libéraux qui sont venus nous trouver, expliquant leurs difficultés pour répondre à l'accès de soins de personnes handicapées au sens le plus large du terme. Et cette réflexion qu'ils nous ont livrée s'est naturellement questionnée beaucoup plus largement pour se rendre compte que ces personnes handicapées, je souligne tout handicap, ont parfois épuisé les moyens standards d'accès aux soins. Et donc cette plateforme qui s'appelle HandiConsult et qui pour cadre géographique le site d'Annecy, aujourd'hui répond à cette difficulté, mais aussi à ce besoin. Et il a fait l'objet d'ailleurs d'un financement expérimental dont nous souhaitons naturellement la pérennité. Au moment de conclure, je voudrais dire 3 choses. La première, c'est que le numérique est naturellement important quand il est mature et dans notre expérience, quand il a pu se faire sur une massification des investissements. C'est juste pour dire qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un effet hôpital neuf pour opérer cette veille, ce partage et cette vision, je dirais, plus globale. Le terme a été également prononcé ce matin sur les responsabilités de tous dans l'amélioration des soins. La deuxième remarque que je voudrais porter, c'est l'effet d'émulation que cela a pu créer en termes de métier. Cela a aiguisé nos compétences. On parle de Smart Hospital, d'hôpital intelligent au sens numérique du terme. Je vais le dire, ce n'est pas une boutade, ça nous a rendus plus intelligents et aussi plus mobilisés dans la vie de travailler ensemble et dans notre travail collaboratif. Alors, tout n'a pas été un long fleuve tranquille, c'est bien clair, mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, nous avons vraiment envie de poursuivre et de nous élargir, et c'est la perspective que nous sommes en train de construire, à des dispositifs que nous connaissons moins et qui sont en train d'être élaborés. Nous sommes en train de construire 2 contrats locaux santé, en combinaison d'ailleurs avec les contrats de ville. Et là aussi, c'est une perspective qui est extrêmement large et qui vise aussi à gommer ou en tout cas mieux amortir les disparités qu'il peut y avoir sur certains territoires. Alors ce territoire a une particularité qui n'est pas mince, qui déjà en soi est une motivation forte, c'est 10 000 habitants nouveaux par an dans ce département du 74, avec une grande métropole genevoise. Et donc, effectivement, ces données sont de nature à poursuivre sur l'ensemble de ces efforts.
Alors, je ne terminerai pas par un proverbe chinois. Je dirais simplement deux choses. La première, c'est que j'ai coutume de dire, le professeur Blum, qui nous a quittés, le sait, de dire que les clés de la porte du changement s'ouvrent souvent de l'intérieur. C'est en tout cas un des éléments de notre courbe d'apprentissage et de notre retour d'expérience. Tout ne vient pas de l'extérieur. Et donc, cette possibilité d'innovation et d'entreprendre, nous souhaitons tout à fait qu'elle reste et qu'elle demeure, parce que là aussi, nous avons des réponses qui sont extrêmement actuelles et utiles. Et là, mon propos est plutôt à l'adresse des industriels. Ce projet hôpital numérique, je le dis d'ailleurs, a été conduit majoritairement avec des entreprises françaises. Et au jour d'aujourd'hui, grandes entreprises ou petites doivent être en convergence et sont en attention forte vis-à-vis des donneurs d'ordre et de tous ceux qui réfléchissent à ces axes d'amélioration. Et puis mon deuxième propos, mais c'est le dernier, c'est celui d'un grand sportif français qui, s'expliquant sur la conduite de sa carrière, avait dit je me fatigue beaucoup, mais rien n'est impossible par rapport à la fatigue et à la peine que je me donne. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Bernard. En tout cas, deux propos rassurants. Il n'est pas nécessaire d'avoir un hôpital neuf pour avoir un hôpital numérique et connecté. Il vaut mieux. Et deuxième propos rassurant pour tous ceux d'entre nous qui éventuellement font encore du ski ou du sport en Haute-Savoie. On sait qu'on peut aller à Annecy. Alors, peut-on aussi, Madame Dola, aller comme ça aux hospices à l'hôpital civil de Lyon? Alors, vous êtes, vous, ingénieur, et vous avez un parcours assez impressionnant en matière de développement de différents projets et de conception de nombreux projets, et en particulier de projets de santé. Et vous êtes actuellement responsable de l'unité projet démarche clientèle, donc aux hôpitaux civils de Lyon. Je vous laisse la parole. Bonjour et merci de me permettre de témoigner aujourd'hui. Donc moi, je vais vous présenter l'expérience que nous menons depuis 3 ans maintenant aux Hospices civils de Lyon et en région Rhône-Alpes pour la mise en place de parcours de soins coordonnés. Donc je vais d'abord partir de 3 exemples du terrain qui nous ont donné l'idée de ce projet, puis vous expliquer en quoi consiste le projet qui s'appelle MOCA et enfin les premiers résultats et les perspectives qu'on se donne sur ce projet. Donc l'idée a commencé à germer en 2010 sous l'impulsion de plusieurs services de soins qui nous ont sollicité à la direction informatique. En voici 3 exemples. Tout d'abord, les services d'endocrinologie des Hospices civils de Lyon, des HCL, suivent 2500 patients aujourd'hui diabétiques qui sont porteurs d'une pompe à insuline sous-cutanée. Donc ce système fonctionne tellement bien que les médecins ne voient plus leurs patients et en fait ça pose problème puisque ces pompes sont c'est des dispositifs assez complexes qui nécessitent que le patient ait bien compris comment on s'en sert et que les professionnels suivent de près son fonctionnement pour garantir la sécurité des patients. Ils nous ont donc demandé de trouver un système qui évite de perdre de vue les patients une fois qu'ils sont à domicile. Un autre exemple, c'est le développement de la chirurgie ambulatoire ou de la chirurgie à récupération rapide qui se développe dans notre établissement comme dans de nombreux établissements en France et qui amène les services notamment à améliorer leur organisation, à se réorganiser pour être plus performants. Et notamment, toute la partie préopératoire est essentielle. Et il arrivait dans certains services qu'une analyse ait été oubliée et que l'intervention soit annulée le jour même, ce qui a mobilisé un bloc, un chirurgien, toute une équipe pour rien. Donc imaginez le gaspillage et puis le retentissement aussi sur le quotidien du patient qui s'est préparé à l'intervention. Un autre exemple tout simple, c'est le suivi des grossesses. Ça représente 10 000 patientes dans notre établissement par an, pour lesquelles le parcours est bien connu, bien balisé. Et pourtant, c'est aujourd'hui toujours aux patientes de prendre leur rendez-vous de consultation, d'échographie, leur prise de sang, les rendez-vous avec l'anesthésiste, etc. Et puis de penser aussi à tous les annuler en cascade si par hasard elles décident d'être suivies ailleurs.
Donc là, c'est les sages-femmes qui nous ont commandé un système qui permet un système de prise en charge, de prise de rendez-vous coordonnée, qui leur faciliterait le suivi de ces grossesses. Donc tous ces exemples nous ont amené à un constat, c'est qu'il manquait aujourd'hui un outil pour sécuriser la prise en charge de tous ces parcours de soins, sécuriser, faciliter ces parcours et aussi rassurer tous les acteurs qui interviennent, les professionnels, mais aussi les patients, réduire l'anxiété pour le bon déroulement de ces parcours. Donc c'est comme ça qu'est né l'outil MOCA. MOCA, c'est moteur d'organisation et de coordination des actes de santé. C'est un outil qu'on a mis en place au niveau Hospice Civil de Lyon, mais également qu'on expérimente en région Rhône-Alpes avec un projet par an au niveau de la région Rhône-Alpes qui s'appelle OSCAR. Donc cet outil MOCA, il repose sur deux parties. D'abord, un module de conception de parcours. La première étape, c'est de pouvoir décrire les parcours de référence, les parcours de soins en lien avec des référentiels d'actes. Des soins, des actes d'imagerie, de biologie, actes administratifs, etc. On appelle un parcours une liste d'actes organisés dans le temps avec pour chacun qui va réaliser l'acte, à quel moment, quand, où. Un acte, c'est aussi des conditions, des informations pour le patient ou pour les professionnels. Ensuite, une fois que les parcours de référence sont créés en lien avec des référentiels d'actes, d'acteurs, l'outil MOCA est composé d'un moteur de coordination qui va permettre de déclencher un parcours de référence pour un patient, de le personnaliser pour ce patient et ensuite de rythmer le suivi du parcours. Donc c'est le moteur qui va calculer à quel moment on doit faire quelle chose et qui va, si nécessaire, envoyer des rappels ou des alertes aux différents acteurs si une étape critique n'a pas été faite. Ce même moteur va permettre d'avoir des tableaux de bord de suivi, de pilotage de l'unité de soins ou de suivi des patients qui sont entrés à domicile et ainsi permettre de suivre de nombreux patients et d'être alertés quand quelque chose est manquant. Après un an d'expérimentation de cet outil MOCA et OSCAR en Rhône-Alpes, nous avons décrit 10 parcours ou chemins cliniques et expérimenté l'outil avec 4 services pilotes. C'est une période qui a été riche en enseignements, mais qui ne nous permet pas encore de mesurer les impacts sur la qualité des soins ou sur l'efficience de l'établissement, parce qu'il n'est pas encore tout à fait mûr pour 3 raisons différentes. Tout d'abord, comme je le disais, les parcours reposent sur des référentiels et à ce jour, comme ça a déjà été évoqué, les référentiels d'actes n'existent pas. Donc nous sommes encore en attente et nous devons construire au fur et à mesure certains référentiels. Il existe parfois des référentiels américains, internationaux, mais que nos professionnels n'arrivent pas à s'approprier. Par exemple, pour le chemin clinique prostatectomie radicale, on est en attente du référentiel des soins infirmiers qui à ce jour n'est pas assez fourni pour nous permettre de tout décrire. Le deuxième constat qu'on a fait, c'est qu'une fois que le moteur est fait et qu'un logiciel décrit ce qu'il faut faire quand, à quel moment, les acteurs du processus ne vont pas aller le voir, ce moteur. C'est à lui d'aller voir les acteurs. Donc petit à petit, on est en train de disperser du parcours et de reprendre un à un les outils de tous les acteurs. C'est dans l'outil de gestion de rendez-vous qu'il faut qu'on mette une info qui indique qu'il y a des rendez-vous à prendre. C'est dans l'outil du bloc qu'il faut mettre un warning sur la checklist qui a été prévue dans le cadre du parcours. Et les chirurgiens ne vont pas aller voir notre MOCA pour voir ce qui est prévu. Donc de proche en proche, on est obligé de modifier chaque outil, le dossier médical, la prescription, le portail du patient, le dossier des soignants, etc. Donc, enfin, le dernier axe d'amélioration qui fait qu'aujourd'hui on est encore en expérimental, il nous vient des patients. Donc c'est un projet qui nécessairement repose sur les patients et ne peut être construit sans l'implication des patients. Donc on a pour ça des patients pilotes en fait qui testent les parcours. Pour l'instant, c'est des crash tests. Enfin, c'est pas des parcours qui sont réels, mais ils nous font des retours dessus. Ils sont tous enthousiastes sur le concept, mais sur la forme, on a encore des progrès à faire. On a par exemple certains patients qui nous disent « mais je ne vais plus voir mon médecin ». Et puis si je me trompe quand je dis que j'ai fait ça, qu'est-ce qui va se passer? Donc certains veulent qu'on les cadre plus. D'autres nous disent « et mon libre arbitre, alors je ne suis pas obligée de suivre ce parcours.
si j'ai pas envie de le faire, voilà. Donc, d'autres patients veulent avoir beaucoup d'explications sur chaque étape du parcours. Ils sont friands de documentation, alors que certains sont un peu experts et veulent aller droit au but. On se rend compte petit à petit que les parcours, leur contenu, le paramétrage doit être vraiment adapté en fonction du parcours du patient, si c'est un homme, une femme, s'il est actif, retraité, s'il a des enfants, etc. Donc on doit beaucoup encore travailler sur les contenus pour que ces parcours en un service amènent de la sécurité sans emprisonner et stresser les patients davantage. Finalement, ce projet nous fait émerger une nouvelle conception de l'hôpital dans lequel les acteurs de l'hôpital eux-mêmes doivent se coordonner pour que le chemin clinique du patient se passe du mieux possible, mais ils doivent aussi se coordonner avec les acteurs extérieurs, avec le domicile et la ville, avec les patients et les médecins de ville. Donc pour nous, ce projet est corrélé, donc le projet MOCA, le moteur, est corrélé avec le portail des médecins correspondants qu'on a mis en place aux HCL et le portail des patients, projet qu'on avait initié avant. Donc aujourd'hui, on a 45 000 patients qui utilisent le portail patient. On a des correspondants dans le portail MyHCL Pro et notre objectif, c'est que le moteur soit au milieu et grâce à des référentiels communs et des normes d'interopérabilité, puisse dialoguer avec chaque acteur, que chaque acteur trouve l'information nécessaire sans être noyé, afin de s'assurer que le parcours fonctionne et que la coordination des soins s'améliore. Merci, merci Madame Delat. Alors, que chacun s'y retrouve, Monsieur Brun. Vous allez pouvoir nous dire si le représentant coordonnateur du pôle protection sociale et santé à l'UNAF, donc cofondateur et président d'honneur du collectif interassociatif sur la santé, membre de la commission présidée par Étienne Cagnard sur la place des usagers dans le système de santé. Vous connaissez bien le Sénat puisque vous avez travaillé avec Gérard Larcher puis avec Jean-Pierre Fourcade sur la mission hôpital et sur la modernisation des établissements de santé. Vous allez pouvoir nous dire par rapport à ces hôpitaux et ce fonctionnement si l'usager s'y retrouve. Merci madame. Je voudrais d'abord tout d'abord dire que je suis tout à fait d'accord avec les propos d'Antoine Vial qui va m'enlever beaucoup de mon contenu d'intervention. Donc mon intervention sera sans doute plus courte que je ne l'avais imaginé, puisque tant mieux, ça laissera du temps à la discussion. Alors pour vous dire simplement que les associations de patients, d'usagers de la santé sont bien entendu extrêmement intéressées par le développement du numérique dans le domaine de la santé, parce qu'elles présentent un réel intérêt pour les patients dans la gestion quotidienne de leur maladie. Et il est donc extrêmement intéressant pour nous de pouvoir observer ce qui se fait et de participer aussi à son développement. Mais il faut aussi dire en miroir que ce développement pose aussi un certain nombre d'interrogations, de craintes de la part à la fois d'ailleurs des malades qui sont dans des associations, mais aussi du public qui, comme l'a dit une personne au précédent, tout public est potentiellement un malade. Donc on voit bien qu'il y a une appétence du public pour le développement notamment de ces applications en santé. Sans doute d'ailleurs que paradoxalement, c'est le public et les patients notamment qui se sont appropriés les premiers ces éléments, ces outils qui leur ont été mis à leur disposition, puisque
Très rapidement, lors de la survenue d'Internet, eh bien, ils ont créé, ils ont compris tout l'intérêt qu'ils pouvaient avoir pour aller chercher de l'information, ce qui sous-entendait qu'ils n'étaient pas satisfaits par rapport à l'information qui pouvait leur être donnée auparavant. Et ils échangeaient entre eux, c'est-à-dire ils se reconnaissaient une expérience de leur maladie et de pouvoir l'échanger entre pairs était un élément absolument déterminant de soutien, d'accompagnement dans leur parcours vis-à-vis de la maladie. Et donc on voit bien aussi que certains de ces patients sont devenus presque des experts de leur maladie ou sont en tout cas devenus des interlocuteurs qui comptent pour les malades avec le développement de certains blogs. Alors, bien sûr, certains disent oui, mais on a tout et n'importe quoi sur Internet. C'est vrai qu'il peut y avoir ce risque-là, mais on voit aussi que quand on observe, quand on étudie ces blogs de malades, certains sont de véritables porte-paroles de ce que ressentent les patients dans leur quotidien et dans la gestion de leur vie. Donc c'est peut-être, je dirais paradoxalement, les patients qui se sont auto-appropriés ces outils-là peut-être avant les professionnels de santé, qui par rapport à ça ont été souvent sur la défensive. Ah mais oui, mais on voit bien qu'il y a une augmentation de l'exigence des patients vis-à-vis des professionnels de santé. Ils arrivent maintenant avec des liasses d'informations sur Internet. Ça remet en cause notre compétence technique. Non, c'est pas ça. Et que justement pour nous, associations, le numérique doit être un outil qui replace au centre la relation entre le patient et le professionnel ou l'équipe qui le prend en charge. Et qu'il y a un vrai enjeu de maintenir ce lien. Et je dirais que plus nous allons avoir des technologies qui vont pouvoir être interconnectées entre elles, qui vont pouvoir dialoguer entre elles, plus il y aura une nécessité de renforcer ce contact humain avec les professionnels de santé et donner le sentiment aux patients qu'il fait partie véritablement d'une équipe. Je dirais qu'on en a un peu marre d'être au centre. Parce qu'au centre, tout le monde est autour de nous. Alors c'est bien, mais personne forcément vient nous voir. C'est-à-dire, voilà, on tourne, l'information tourne autour, tout le monde tourne. Alors c'est étourdissant, c'est très bien, bon. Mais nous, notre objectif, c'est justement de participer à l'amélioration de notre santé, et je dirais aussi de participer à l'amélioration de la gestion quotidienne de notre maladie et de notre qualité de vie. Parce que, comme l'a dit un certain nombre des interlocuteurs précédents, c'est bien ça l'enjeu. C'est à la fois de pouvoir gérer au mieux les effets de la maladie, mais également de rester dans la vie. Ce n'est pas parce qu'on est malade que l'on n'est pas que c'est un statut. Non, nous sommes des citoyens qui ont peut-être une certaine vulnérabilité, qui peut être à un moment donné, qui peut durer peut-être toute notre vie, mais qui ne doit pas nous empêcher d'être des acteurs de la société civile et de participer à la vie quotidienne. Et c'est ce que nous demandons au numérique, au service de la santé, c'est de nous permettre de pouvoir être maintenus dans la société. Deuxième élément, ne nous trompons pas sur les priorités. Et comme on est dans une table ronde retour d'expérience, je vais essayer d'utiliser parfois un petit peu de verbatim qui remonte des rencontres qu'on peut avoir avec, soit à la fois avec des patients, soit dans nos débats publics avec nos adhérents ou dans des débats avec la population. On entend un discours aujourd'hui très prégnant qui dit voilà, ces évolutions technologiques doivent permettre de faire des économies, doivent être une réponse aux déserts médicaux. Quelles sont les conséquences de cette mise en avant de ces deux priorités? Eh bien, quand on parle de télémédecine, par exemple, on pourrait imaginer que les gens soient satisfaits parce que, justement, ils vont pouvoir peut-être bénéficier d'une expertise à laquelle ils n'auraient pas eu accès auparavant. Ce n'est pas ça que les gens nous disent. Les gens nous disent, mais attendez, vous êtes en train de nous refiler une médecine de deuxième niveau, de deuxième zone. C'est-à-dire que vous voulez nous remplacer, nos médecins, le contact avec le médecin, avec une caméra.
Vous voulez vous pouvez expliquer que ailleurs c'est facile d'avoir un accès avec un professionnel, et puis chez nous on va nous proposer quelque chose qui est de l'ordre des technologies, mais on n'aura pas forcément le contact avec le médecin, le contact physique, de pouvoir percevoir son regard, de pouvoir percevoir ses expressions, etc., etc. Donc on voit bien que la recherche aussi de l'économie, c'est aussi quand il y a un débat sur la fermeture des établissements. Tout le monde est d'accord d'ailleurs pour dire que sur certains établissements, jamais ils iraient, parce qu'ils savent très bien qu'il vaut mieux pas y aller, mais qui d'un autre côté, on leur dit, ils ont le sentiment que si on ferme cet établissement, eh bien, on va éloigner le soin, l'offre de soins de chez eux, et ce qui va rendre de plus en plus difficile cet accès aux soins, et voire même la qualité des soins et la sécurité. Donc, il faut sans doute avoir un travail qui n'est pas encore fait aujourd'hui, un travail de pédagogie vis-à-vis de la population. Et là, je parle d'une population en général, pour leur dire quelle est la plus-value qu'on leur apporte par rapport à ça. Et que moi, je suis frappé d'entendre que tous les débats sur l'introduction du numérique, la télémédecine, etc., portent sur l'économie et le désert médical, alors que l'on pourrait le dire, mais voilà, vous allez pouvoir avoir accès à tout un champ de la santé qui, aujourd'hui, n'est pas possible pour vous dans cet accès. Et donc, on voit bien que la hiérarchisation des choses est extrêmement importante. Deuxième élément, on voit bien, et vous l'avez dit, que de plus en plus, le patient va avoir un rôle. Alors là, je mets dans le cadre de la gestion de sa maladie, va avoir un rôle important dans la diffusion d'un certain nombre d'informations, de données qui les concernent. Mais ce qu'il ne faudrait pas, c'est que, d'une part, à force que les outils communiquent entre eux, eh bien, le patient soit désincarné, c'est-à-dire que tout ça se passe au-dessus de sa tête, et qu'on ne peut pas parler d'autonomie du patient, d'autonomisation du patient si on ne lui permet pas d'être actif, et que s'il ne comprend pas quelles sont les informations qui vont être communiquées, où va ces informations, quelle garantie sur la sécurité, la sécurisation de ces informations, quand il y a des images qui partent, c'est qui est au bout de la chaîne, qui va lire, quelle est l'expérience, qu'est-ce qu'on a la garantie de la qualité. Voilà, c'est tous ces éléments-là qu'il faut aussi donner aux patients pour qu'il y ait à la fois une confiance, mais également lui permettre d'être un transmetteur actif, c'est-à-dire qu'il puisse dialoguer avec son médecin, avec son équipe, et qu'il puisse échanger, et que l'ajustement de son traitement, il puisse en discuter avec le patient, et que les machines, elles ne se fassent pas, voilà, l'ajustement tout seul, un peu en loose day, mais qu'il y ait véritablement un dialogue qui s'établisse, une collaboration qui s'établisse. Et c'est cette logique-là, d'ailleurs, c'est une logique aussi dans le parcours de santé, c'est-à-dire qu'il faut bien qu'il y ait des outils de coordination qui se mettent en place, mais de coordination qui peuvent être aussi accessibles aux patients. On voit bien que sur le DMP, ce qui a aussi péché dans l'élaboration des DMP, c'est que dès qu'on a parlé de dossiers partagés où le patient pourrait être actif pour l'alimenter, eh bien, les médecins ont dit non, mais nous, on veut un dossier qui soit un dossier professionnel. Donc, d'un côté, on nous dit il faut que vous participiez, vous faites partie d'une équipe, vous devez être actif, et de l'autre côté, on nous dit ah oui, mais nous, il nous faut un outil professionnel qui nous soit réservé et qui surtout ne doit pas partager avec vous, comme si le patient, le malade, et notamment le malade chronique, n'avait pas une expérience qui pourrait apporter et au contraire enrichir son dossier, enrichir la connaissance de l'équipe qui va le prendre en charge, et qui soit simplement quelqu'un qui serait décérébré. Je crois qu'il faut mettre en place, le numérique doit permettre justement de reconnaître, à côté de l'expérience professionnelle du médecin, l'expérience de la maladie du patient, et d'ailleurs aussi l'expérience de la technologie, et que ces expériences-là, au lieu de s'exclure, au lieu de se craindre, au lieu de se regarder avec inquiétude, eh bien, contribuent ensemble à ce travail-là. Alors sur les Living Labs, Antoine Vial m'avait invité au premier forum des Living Labs, et il n'est pas surpris ce que je vais dire, c'est que son schéma est
et je sais qu'il est absolument convaincu, et pour les raisons qu'il a évoquées, de la participation, de la nécessité de la participation des usagers aux usages et à la conception que l'on va avoir de ces outils-là. Sauf que ce qui m'avait impressionné, c'est que dans toutes les expériences qui étaient présentées au cours de cette journée, M. Batz, vous y étiez également, on voyait une personne âgée en train d'utiliser sa plaquette. On disait alors voilà, ça va, c'est bien. Ça faisait un petit peu rat de laboratoire. On regardait tout ça. C'est pas pour nous la co-construction, c'est pas ça. Bien entendu, il y a cette phase-là qui peut être d'utilisation de l'usage et de l'adéquation de cette utilisation avec les besoins de la personne, mais ça doit être aussi de la conception, dès la conception de l'outil, c'est-à-dire partir du besoin de la personne ou du besoin collectif des usagers et de voir comment on peut, de cette demande, de l'émanation de ce besoin, construire un système qui va permettre de pouvoir y répondre, y compris d'ailleurs dans un cadre économique qui soit acceptable. Et donc là, on voit bien aussi qu'il y a encore, même pour des gens qui sont convaincus de la nécessité dans les Living Labs de disposer d'informations, eh bien, il y a encore quelque chose à avancer. Autre élément de condition de développement, c'est la confiance. La confiance d'abord dans la fiabilité du produit. Alors là, je parlerai même de certaines applications. Alors on est à la fois, des fois d'ailleurs, on est dans ce domaine-là un peu des fois à la frontière, hein, puisqu'il y a des applications qui sont, je dirais presque de consommateurs de soins, de consommateurs tout simplement, style gadget, etc., etc. Et puis il y a d'autres applications qui sont beaucoup plus pertinentes dans la gestion d'un parcours de santé d'une personne atteinte de maladie chronique. Mais il faut, dans tout état de cause, qu'il y ait une fiabilité là-dedans. Aujourd'hui, on est assez inquiet sur, en tout cas, le manque de transparence sur la fiabilité des outils qui sont proposés. On ne sait pas, on nous dit, voilà, cette application-là va vous permettre de prendre l'attention, cette application-là va vous permettre de je ne sais quoi d'autre, mais est-ce qu'on... Voilà, de prendre la température. Est-ce que l'on est sûr de la fiabilité de ces mesures ? Est-ce que l'on ne crée pas une fausse sécurité qui peut se retourner à un moment donné et peut devenir dangereux pour le patient ? L'assurance d'un accompagnement. Il n'est pas si évident que ça d'accepter l'utilisation de tous ces outils. Bien entendu, je le répète, nous sommes favorables à ça, ça permet une meilleure gestion, ça permet peut-être des fois, au lieu d'avoir des rendez-vous aveugles qui sont programmés sur 6 mois ou 1 an, à des dates qui, en fait, on a une consultation, mais c'est peut-être pas forcément en ce moment-là, on aura une consultation, et que justement avec un outil qui permet de mesurer un certain nombre d'indicateurs, de paramètres, eh bien ferait qu'on arrive au jour J où il y a une nécessité qu'il faut qu'il y ait une rencontre avec un médecin et qu'on a vraiment la consultation au moment où il le faut. Donc vous voyez qu'on est absolument positif là-dessus, mais ces outils ils peuvent être aussi ressentis comme une intrusion et percuter véritablement la sphère du privé. Les capteurs, moi, puisqu'on est en retour d'expérience, je vais vous citer un exemple. On était en train d'essayer d'expliquer aux gens un peu justement l'intérêt de la gérontonomie, etc., etc. Donc on parlait de capteurs, et on a pris, Mme Flory, le même exemple que vous, c'est le capteur, si vous n'allez pas aux toilettes, hop, ça peut déclencher quelque chose. Et là, une petite dame qui lève la main, elle dit « Mais moi, je ne veux pas ça, moi ». Ah bon, mais pourquoi? C'est comme ça assure la sécurité. Non, mais moi, je veux pas qu'à chaque fois que je vais avoir un problème de transit intestinal, il y ait le SAMU qui débarque. Bon, ben voilà, c'est ça la vraie vie. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut expliquer, il faut comprendre, il faut intégrer aussi ces éléments-là. On transmet le taux de glycémie, une jeune femme atteinte de diabète qui dit « Mais moi, je suis tout à fait... favorable à cette transmission-là, ça me permet d'avoir une certaine autonomie. Je suis aussi favorable que ces données-là soient utilisées pour des enquêtes épidémiologiques. Mais par contre, il y a un truc qui m'embête, c'est que j'ai pas forcément toujours envie que mon médecin traitant sache quand j'ai fait un écart.
parce que voilà, j'ai fait une fête, j'ai fait. Bon. Donc ces éléments-là sont indispensables à être pour être pris en compte. Sinon, il risque d'y avoir une méfiance, voire une défiance par rapport à ça. Ce qui veut dire aussi qu'il faut accompagner et que cet accompagnement, certains l'ont dit, mais cet accompagnement, il doit aussi impliquer les associations de malades qui, partant de cas individuels où là les gens peuvent aussi participer à l'élaboration de ce qu'ils attendent. Et il y a après à prendre un peu de hauteur et essayer de concevoir les choses d'une manière un peu plus collective. Et les associations de malades doivent être associées, doivent participer à l'accompagnement. Et je dirais pas comme dans l'éducation thérapeutique où en fait on a très médicalisé cette éducation thérapeutique et on a écarté les associations de malades, où généralement quand il y a un programme qui se fait, on demande à la fin à l'association, bon mais qu'est-ce que vous en pensez? Là encore, dès le départ, si je ne sais plus qui l'a dit, c'est dès le départ, si on associe les gens vont avoir de plus en plus de facilité pour pouvoir s'approprier les choses et donc être d'accord là-dessus. Un petit point sur la télémédecine, je reviens un peu sur télémédecine, télésurveillance, parce que l'actualité nous l'a montré. C'est faisons aussi attention de la façon dont se passent les choses. L'exemple de l'apnée du sommeil par pression positive continue en est un bon exemple de télésurveillance, de téléobservance. On a vendu aux patients atteints de problèmes d'apnée du sommeil cela comme un plus, et c'est un véritable plus, cet appareillage et tout ça. Mais dispositions récentes ont indiqué que si vous ne l'utilisiez pas dans les bonnes conditions, etc., eh bien, on venait reprendre l'appareil, ou si vous vouliez avoir l'appareil, eh bien, vous deviez être soit respecté, soit vous ne seriez pas remboursé. Donc là, on n'est plus sur la téléobservation, de la télésurveillance, on est sur du flicage de la personne. Alors, ce que je veux dire, qu'on soit bien clair, nous, on n'est pas opposés. Bien sûr, mais on n'est pas opposé à bien sûr s'intéresser à ces éléments-là, mais il faut faire attention à ce que l'on fait, sinon là aussi il va y avoir un flux. Enfin, dernier point, c'est sur le coût, c'est-à-dire sur l'accessibilité. C'est-à-dire que, là encore, je suis d'accord, le monsieur est parti, mais ne créons pas des choses qui soient vendues en package, comme on a pu le voir dans la téléphonie, qui va augmenter les coûts et qui fait qu'en fait, à un moment ou à un autre, on va pouvoir peut-être pour certaines catégories quelque chose de formidable, mais qui ne sera absolument pas accessible à une partie de la population. Enfin, et dernier point, je trouve donc qu'il faut vraiment construire ce domaine de confiance, comme il a été dit, que l'introduction numérique dans la santé est un des piliers de la reconfiguration de notre système de santé. Et il faut donc que cette confiance permette à ce que chacun adhère au système qui est en train de se mettre en place. Et il ne faudrait pas, et c'est vraiment la dernière phrase, il ne faudrait pas que l'on se retrouve... que dans quelques années on se revoit et que on soit obligé de réfléchir dans des groupes de travail à voir comment on peut restaurer la confiance des usagers vis-à-vis du numérique, comme on peut voir aujourd'hui ce travail vis-à-vis des médicaments. Voilà. Merci. Merci. Alors avant de passer la parole à la salle, je veux rappeler que notre prochaine table ronde commencera à 14h30 et elle aura en droit fil, puisqu'il y a une logique de cette journée que vous avez reconnue, ça sera le droit des patients, la qualité, la sécurité et la confidentialité. Monsieur, donc je vais passer la parole à la salle. Moi, je m'interroge et j'interroge les intervenants là sur les attentes des patients qu'évoquait Monsieur Brun, mais est-ce qu'il y a une attente des patients ou des attentes des patients en matière en tout cas d'information et d'information numérique, parce qu'il y a 60 millions de personnes avec peut-être 40 millions d'attentes différentes, d'accès et de compréhension complètement différentes. Et est-ce que les attentes des patients sont compatibles avec les besoins aussi médicaux? Vous nous évoquiez le fait que chacun
chacun, je ne pense pas que chacun puisse dire dans mon dossier je veux qu'il y ait ça ou ça. Tout le monde n'est pas dans la capacité effectivement de savoir quelles sont les incidences ou pas d'incidences par rapport aux médecins. Mais les médecins et les communautés médicales, elles doivent pouvoir aussi soigner. Est-ce que ça peut se rejoindre? Je me permets de lancer la première question, mais je pense que d'autres personnes dans la salle vont poser des questions et ne me répondez pas en priorité. Je vais me proposer de prendre une première réponse. Je crois que c'est très important de constater que, effectivement, la diversité, c'est la force du biologique et que cette diversité, le système de soins est là pour y répondre et que aujourd'hui, je pense que justement, on est trop dans cette espèce de perception que les besoins des médecins ou les besoins des infirmiers ou les besoins doivent prendre en compte la réalité de la volonté des patients et ça, c'est une vraie difficulté, mais c'est une vraie difficulté qui parfois est beaucoup plus acute parce que quand vous êtes en train de discuter avec un patient du fait qu'il accepte ou il n'accepte pas sa chimiothérapie, il y a quand même un peu plus d'enjeu que de savoir s'il accepte ou il n'accepte pas un dossier partagé. La question aujourd'hui, c'est que la question des consentements, elle est complètement fragmentée et du coup, on est sur du formalisme médico-légal, comme ils disent, et que ça m'énerve, et pas sur le vrai fond de l'expression d'une volonté. Après, je crois aussi que regardez le téléphone mobile. Je m'en sers pas pareil que ma grand-mère, pas pareil que mon voisin. Pour autant, l'outil est utile et chacun y trouve la valeur qu'il souhaite. On est un peu dégéné en santé, notamment par la question des nomenclatures, des prises en charge. Tout ça donne une complexité qui est une complexité réglementaire, qui est une complexité surajoutée au fait de savoir qu'est-ce qui rend service à qui. Et c'est vrai que là où on a un peu de soucis, c'est quand la technostructure administrative et financière tente de définir qu'est-ce qui est le bon comportement dans sa grande sagesse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, en matière de télémédecine, qui est un sujet sur lequel je suis plutôt militante, on est gêné par le fait que la crainte du caractère inflationniste de l'acte de télémédecine fait qu'on n'arrive pas à avoir des nomenclatures qui font que c'est pris en charge par les institutions de sécurité sociale. Mais cette crainte n'a rien à voir avec l'utilité de la télémédecine, sa pertinence pour résoudre des problèmes d'accès aux soins, et du coup, on est dans des débats de validation médico-économique de l'acte pour obtenir un statut sécurité sociale à l'acte, là où il faudrait être dans des débats d'acceptabilité, de travail en commun, de comment ça se fait. Clairement, sur télé-AVC, c'est vrai qu'on élimine assez vite les débats parce qu'un patient qui n'a pas envie d'être soigné en 3h30, ça n'existe pas. En revanche, sur la la télédermatologie, où on va faire du suivi au long cours de pathologie de plaques, c'est vrai que dire à un patient est-ce que vous avez envie d'aller venir les montrer et de faire 150 km ou pas, c'est à lui de décider. Il y en a qui préféreront peut-être être rassurés d'avoir fait les 150 km. Moi, personnellement, par exemple, je suis suivie pour mes milliers de grains de beauté. Honnêtement, si je pouvais renvoyer une photo par an, je crois que je m'y ferais. Mais bon, après, c'est des questions de sensibilité, c'est des questions d'acceptabilité, c'est des questions d'utilité sur lesquelles on consacre finalement pas assez de temps par rapport aux questions de est-ce que la technologie elle est mature, elle l'est pas, le rêve technologique sur lequel moi j'ai de la distance, ou par rapport à effectivement des discussions parfois difficiles, et les articles 51, la délégation, etc. C'est vrai qu'on n'est pas dans
est-ce que ça va être utile, mais est-ce que dans le cadre juridique et réglementaire actuel, on sait le faire? Et ça, c'est un peu dommage. Et ça mériterait de pouvoir évoluer grâce à une refonte de notre manière de travailler. C'est-à-dire que le droit de la santé est extrêmement réglementaire et pas légal, et du coup le réglementaire va dans les détails, donc est toujours en retard d'un train, voire de 2, voire de 3 actuellement, et du coup on ne peut pas s'emparer de sa technologie pour ce qu'il y a de bien. En plus, de temps en temps, effectivement, on s'égare sur des débats où la technologie est plus un mythe qu'une réalité, mais même dans le réel, on n'a pas beaucoup de lieux où on peut travailler sur toutes ces questions. La HAS n'a pas d'enthousiasme à aller sur les questions de technologie, on va dire. Et du coup, bon, c'est vrai qu'il nous manque, en dehors des Living Labs, mais qui ne sont pas là pour refaire le cadre juridique dans lequel on agit, il nous manque des lieux où on peut débattre de ces questions. Monsieur. Bruno. Donc, je rappelle, vous vous présentez et vous posez votre question. Donc, Bruno Dio, un petit peu inclassable parce que là, j'ai un vrai problème. C'est-à-dire, effectivement, je suis industriel, hébergeur de données de santé. Mais c'est étonnant, si vous voulez, tous les patients ne sont pas industriels. Par contre, tous les industriels peuvent être patients. Alors, moi, j'ai un vrai problème sur ce qui a été évoqué sur la téléobservance, parce que j'ai déclaré déjà mes liens d'intérêt. C'est une caricature, effectivement, de ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire le débat sur la téléobservance. C'est terrible. C'est-à-dire que là, si on veut un raccourci des dysfonctionnements à la française, on l'a. Au départ, il y a eu consultation. Il y a eu, dernièrement, on a remis tous les acteurs ensemble pour savoir ce qui s'était passé. C'était assez étonnant. L'ordonnance du décret, l'ordonnance du Conseil d'État qui effectivement arrête la téléobservance repose sur deux aspects. D'ailleurs, qui va vous renvoyer quelque part, vous aux politiques aussi, une certaine responsabilité. Si on regarde bien, la décision du Conseil d'État dit une chose. Elle dit, est-ce que effectivement l'État avait capacité à décréter là-dessus? Je veux dire, une très bonne question sur le fond, c'est-à-dire, est-ce que c'est pas vous, le législateur? Est-ce qu'il ne faudra pas inclure justement ce problème dans la LPFSS à terme? Très bon débat. Le deuxième, c'est de dire, il y a un problème effectivement de santé publique parce qu'au mois de juin, des gens risquent de ne plus être très bien. Sauf que quand on met l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire la présidence du CIS, M. André Tanti du CEPS, d'accord, à peu près tout, la Société française de pneumo, à la sortie du débat, on ne s'est pas compris. C'est pas tout à fait ce qu'on voulait dire. C'est ça qui est ressorti. C'est-à-dire, on ne sait plus quand M. Tanti dit pourtant, je vous ai reçu, vous les associations. Voilà, on a un grand silence, c'est quand même très, très impressionnant. Par contre, ce qui est complètement fou du côté, effectivement, là aussi, de l'État, c'est de ne pas avoir consulté sur 2 décrets la CNIL. Quand même. C'est-à-dire, faites ce que je dis, pas ce que je fais. C'est invraisemblable ce qui s'est passé. Comment ? Ah oui, non, mais très bien. Là, ensuite, ce qu'il y a. Alors, moi, le problème que j'avais, vous imaginez quand même, c'est. Bon, le leader mondial de la PPC, la pression positive continue, ResMed, il est chez moi, pour l'ensemble de l'Europe. Je suis moi-même sous PPC. C'est-à-dire que j'étais le premier à équiper pour remonter l'information, parce qu'il me semble, moi, et ça n'a pas été du tout dans le débat, que l'information, c'est-à-dire sur les hypopnées régulières, machin à observer, c'est pour évoluer quelque chose de redoutablement efficace. Voilà, et on ne l'a pas. Une machine vous donne 3 heures d'utilisation, le temps d'utilisation de la journée, point final. Alors que l'ensemble des informations, quand vous vous les appropriez, sont tout à fait remarquables. Mais effectivement, ce qui a été introduit, c'est le conditionnement au fait d'observer.
Et encore une fois, la téléobservance n'est pas du tout dans le domaine, enfin, dans le secteur télémédecine, pas du tout, c'est autre chose. D'accord ? Évidemment, au bout d'un moment, le CEPS dit, parce qu'il avait des contraintes aussi budgétaires, sachant encore une fois que en France, la prise en charge de cette pathologie est excellente. Il faut aller voir ce qui se passe effectivement dans d'autres pays, l'Espagne, même l'Allemagne. C'est un grand moment. Nous, on paye 19 € par semaine quand même, nous payons 19 € par semaine, prise en charge, voilà. Derrière, à la sortie, écoutez, tout est bloqué, effectivement, on va attendre la décision sur le fond, 80 millions d'investissements, effectivement, par les industriels, c'est-à-dire, encore une fois, quand on déroule, c'est vraiment la caricature de ce qu'il ne faut pas faire. Et tout le monde nous dit, oui, mais on aurait dû se parler avant. Oui, c'est effectivement, c'est intéressant. Donc, et surtout dans les débats, je n'ai pas entendu une fois, effectivement, non mais l'information là pour le patient, elle est quand même intéressante, quoi. Celui qui veut s'approprier, on parle que de ça, de sa pathologie, je peux vous garantir que c'est extraordinaire. Alors après qu'il faille le... Mais voilà, on a tout bloqué sur des choses invraisemblables, des dysfonctionnements invraisemblables. Alors je dis aux législateurs, si imaginons que le Conseil d'État confirme que l'État n'a pas la compétence de décréter, je pense que vous allez devoir vous en occuper assez rapidement, il me semble. Et de définir une bonne fois pour toutes si la téléobservance conditionnée, le remboursement conditionné est quelque chose qui est acceptable, si c'est anticonstitutionnel, parce que c'est des mots qu'on a entendus quand même. Alors qu'il me semble, et tout le monde est à peu près d'accord, qu'il y aura toujours une frange de population qui n'observera pas. Et les industriels disaient, mais attendez, les gens qui sont inobservants, c'est là-dessus. Moi, je n'ai pas besoin que le prestataire vienne chez moi tous les 2 mois pour prendre la carte, vous voyez, la mettre dans son PC et transmettre ça au pneumo une fois tous les 6 mois. J'en ai rien à foutre. Par contre, les inobservants qui ont des problèmes, ainsi de suite, focalisons justement les besoins là-dessus. Moi, laissez-moi tranquille, je suis encore même à un âge où je sais faire encore des choses, et puis focalisons-nous là-dessus. Non, c'est comme c'est pour tout le monde la même chose, ça devient terrible. Et on va avoir de plus en plus ce problème-là. Voilà. Merci. Est-ce que... Alors, monsieur au fond, et puis après, monsieur Doran avant. Vincent Leroux, médecin. Je voudrais, c'est une question à l'intention de monsieur Bernard, une remarque et une question. La remarque, c'est qu'il n'y a pas que les skieurs qui vont se faire soigner à Annecy. Maintenant, même les Suisses vont revenir à l'hôpital dans votre hôpital. Donc, ça montre que c'est très positif, votre retour d'expérience, et je vous en remercie. Donc, ça montre qu'il y a des progrès dans les régions européennes et que c'est possible et que ça n'est pas que des forteresses ou des lignes Maginot, les hôpitaux. Ma question, c'est comment peut-on inclure la rapidité des évolutions à la fois dans les usages médicaux, dans les pratiques médicales et à la fois dans les usages de ces technologies. Je ne veux citer comme exemple, vous le savez, dans une région américaine, il y a la mise à disposition sur des sites des dossiers des médecins directement aux patients, et c'est fait directement. Imaginons, il y a une réflexion éthique, déontologique, médicale, technologique, très certainement, mais comment pouvez-vous, vous, fort de votre expérience, nous éclairer sur comment inclure l'évolution? Je vous remercie. Oui, d'abord sur votre première remarque, Monsieur Leroux, nous allons surtout devoir nous occuper des travailleurs français transfrontaliers sur les mois qui viennent. Ça sera la priorité, puisque pour l'instant, ils ne sont pas dans le champ de la clientèle, puisque c'est juste qu'ils se font soigner en Suisse. Ceci étant dit, pour répondre à votre interrogation, nous avons aussi des résidents suisses en Haute-Savoie, d'une manière générale sur tous les pays transfrontaliers, sur toutes les zones transfrontalières, et naturellement qu'ils peuvent être aussi clients des structures hospitalières. Le deuxième point, je crois l'avoir développé dans mon exposé,
c'est une réponse un petit peu multimodale et multicomportementale. Je crois qu'effectivement, il faut que tous les professionnels, et pas uniquement quelques-uns, soient vraiment en appétit, en appétence et en volonté de s'y intéresser pour à la fois aiguiser la réponse à la question que vous posez. Est-ce que ceci va être utile dans ma perception professionnelle, mais à condition de la croiser avec celle de l'usager. Et c'est déjà un élément assez complexe, puisqu'il faudrait quasiment les réunir simultanément pour essayer de voir dans quel sens nous allons. La maison des usagers et le travail avec les associations, en tout cas pour nous, a été une richesse tout à fait considérable, de même que la restitution d'un certain nombre de grandes associations. Je pense sur celles que nous avons pu pratiquer plus récemment. Je pense aux opérés du cœur, qui, eux, sont dans un témoignage qui est tout à fait important sur les nouvelles techniques qu'ils ont pu bénéficier ou ne pas bénéficier. Donc là, la courbe d'apprentissage dont je parlais tout à l'heure, elle est aussi tout à fait utile dans ce sens-là. Si effectivement il n'y avait pas eu une volonté à l'origine et assez pionnière de faire la transplantation cardiaque, je pense que nous en serions toujours au même niveau de l'époque. Et puis la deuxième chose qui est beaucoup plus difficile, c'est se méfier des fausses bonnes idées. Parce qu'effectivement, au jour d'aujourd'hui, la difficulté et la complexité est majorée, puisque naturellement, sur le foisonnement, on va tous, dans cette espèce d'embellie, se voir présenter, en tout cas pour les donneurs d'ordre et pour les décideurs, que naturellement, le dispositif médical dont il s'agit, c'est juste que c'est la 8e merveille du monde, et c'est juste qu'il faut l'acheter tout de suite. Sinon, ça va être une catastrophe pour votre hôpital et une catastrophe aussi pour les patients. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Oui, bonjour, Guillaume Lance, je suis pharmacien. Je vais découper un petit peu votre numérique au service de la santé en numérique au service du patient et rappeler qu'en France, les patients sont souvent des personnes très âgées qui connaissent absolument rien au numérique. Numérique, pour eux, c'est TNT, ça doit être des 0, des 1, c'est ce qu'ils savent, c'est tout. C'est quand même des gens, l'ordinateur est apparu, ils avaient plus de 50 ans, ils en ont pas, peuvent pas s'en servir, savent pas l'allumer. Non, il y en a qui vont pas sur Google, qui savent pas ce que c'est que Google, qui ont juste vu la pub à la télé et qui n'ont pas compris. C'est quand même encore la réalité de grandes quantités de gens qui viennent dans les pharmacies et dans ce genre de choses. Et le contact humain avec leurs médecins, avec les infirmières, avec les pharmaciens, c'est pour eux, c'est ça la santé. Donc le numérique doit être à leur service, doit leur simplifier la vie et surtout pas leur demander des efforts supplémentaires. Parce que ce ne sont pas, et là je rebondis sur le terme qui a été beaucoup utilisé, des usagers, ce sont d'abord des patients. C'est des gens qui sont en état de faiblesse physique et intellectuelle et ils n'ont pas la force d'apprendre de nouveaux trucs. Non, c'est trop pour eux. Donc là, vraiment, je crois qu'il faut être pragmatique. Les patients, aujourd'hui, qui représentent le gros de la population, ce ne sont pas nous plus vieux. Ce n'est pas nous qui avons déjà eu la connaissance du numérique et l'habitude. Ce sont des gens qui découvrent au fur et à mesure et qui ont un gros retard là-dessus. Il y a aussi le numérique pour les professionnels de santé. Alors dans les déserts médicaux, c'est vécu comme une contrainte par les professionnels de santé. Ils n'utilisent pas l'ordinateur, ils sont surbookés. C'est vraiment, ils essayent de faire le tour de leurs patients déjà. Et le numérique, c'est un truc en plus, c'est une charge, c'est une contrainte, on ne voit pas l'intérêt. Ensuite, il y a la formation, parce que quel est l'intérêt d'avoir quelques professionnels qui connaissent, qui ne peuvent pas communiquer avec les autres, parce qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Donc c'est vraiment important qu'on sache où on va, ce que l'on veut faire, et qu'on prenne la formation de l'ensemble des professionnels de santé dès le début, dès la formation, dès les facultés, pour arriver à terme, dans 20 ou 30 ans, à un système global, unique, simple, connu et reconnu par tous. À l'heure actuelle, dans les hôpitaux, j'ai travaillé en hémodialyse dans plusieurs hôpitaux, il y a des systèmes informatiques très performants, qui marchent bien, sauf que quand le professionnel de santé en formation passe d'un hôpital à l'autre, ce n'est pas le même logiciel, il faut tout reprendre. Donc un seul système imposé par l'État serait quand même, choisi, serait pas mal pour quand même unifier un petit peu et qu'il n'y ait pas
à rapprendre systématiquement des nouveaux logiciels et de ce genre de choses. Parce que c'est une perte de temps. Le professionnel de santé, l'objectif, c'est quand même qu'il soigne plutôt qu'il travaille dans l'informatique. Et puis, il y a les études, j'allais dire tout ce qui est numérique au service des économies de la santé. Il y a des économies, des choses très simples. Nombre de patients qui oublient leur radio ou qui se trompent, qui ont pris celle de leur conjoint lorsqu'ils vont à un examen. Est-ce qu'il ne serait pas possible, justement, là, quelque chose de simple, d'envoyer par mail ou de stocker informatiquement, et le médecin aurait accès à ce genre de données pour éviter que ce soit redondant. Et là, les études disent qu'il y aurait plus d'un tiers d'examens redondants là-dessus. Voilà. Et j'aurais une dernière chose plus centrée sur les pharmacies. Quelque chose d'assez simple, il y a les piluliers qui peuvent s'ouvrir de manière automatique à heure fixe et délivrer les comprimés aux patients pour leur éviter d'avoir à savoir qu'est-ce qu'ils doivent prendre, etc. Et il y a un vide total juridique sur vous savez, chaque blister, il y a la date de péremption et elle est garantie par le laboratoire. Mais à partir du moment où c'est sorti du blister, qui est responsable, on ne sait pas. Est-ce qu'il y a des interactions entre les produits? On ne sait pas. Et donc là, personne n'ose le faire, ou quand on le fait, on ne dit pas qui l'a fait. Et là, c'est une vraie question pour le législateur. Je vous remercie. Madame Delard. Oui, je me permets juste de réagir suite à cette intervention. Sur deux aspects. C'est d'abord, c'est pas parce que tous les patients ne peuvent pas s'en servir que les autres n'ont pas le droit de l'avoir. Première chose. La deuxième, je trouve que c'est un peu caricatural. Si je prends une expérience qu'on a eue aux Hospices civils de Lyon, la préadmission en ligne, le premier patient qui a été admis, il avait 85 ans. Est-ce que c'est lui qui a fait? Ma grand-mère, elle utilise Internet, elle a 90 ans. C'est peut-être lui. C'est peut-être... Pardon, excusez-moi. C'est peut-être lui qui l'a fait, c'est peut-être son enfant, son conjoint qui l'a aidé, peu importe, ça lui a rendu un service. Il n'est pas venu attendre, il n'a pas fait la queue et il a eu un service. Un autre exemple, le paiement des factures en ligne. Les patients peuvent appeler et payer par téléphone, ils peuvent envoyer un chèque et ils peuvent aussi payer en ligne. C'est un truc de plus. Pourquoi ne pas le faire? Enfin, l'un n'empêche pas l'autre. Ouais. On aura mal compris. Vous évoquiez logiciel cohérent. IRM, vous sortez avec un CD d'un hôpital, vous le donnez à votre médecin, même équipé, il ne peut pas le lire. Vous allez dans un autre hôpital en disant j'en ai déjà fait un, il ne peut pas le lire non plus. Enfin, moi, c'est une expérience personnelle. C'est à la PHP Non, en plus, c'était la PHP. Ça aurait pu. Autre, madame? Oui, bonjour, merci pour ces tables rondes très instructives et très intéressantes. Oui, je vais me présenter. Donc, je suis Carole Avril et je représente la Fédération française des diabétiques. Je crois que Nicolas l'a dit, hein, on est favorable à ces évolutions et l'intégration du numérique dans la santé. On a des points d'attention et Nicolas les a brossés. Je crois qu'on a parlé de capteurs, de patients qui pourraient pas être sensibilisés. Je crois que le plus important, c'est donner le bon outil au bon patient au bon moment et que vraiment ça lui permette d'améliorer sa qualité de vie. Et nous, on est favorable à tout ce qui permet d'améliorer la qualité de vie en faisant attention à toutes ces questions de données de santé qui sont à l'insu du patient, etc. Tout ce qu'on a dit. Je crois que pour nous, ce qui est important, c'est que le patient ne se transforme pas en un individu bardé de capteurs, c'est-à-dire qu'il a plein de capteurs autour de lui, qu'il doit gérer, donc des informations qui remontent et qu'il doit gérer, comme il gère aujourd'hui son parcours de soins. Aujourd'hui, c'est le patient qui coordonne son parcours de soins. Donc, est-ce qu'il devra encore en plus gérer, coordonner tous ces capteurs qui sont autour de lui, toutes ces informations? Non, je ne le crois pas. Je crois qu'on doit vraiment trouver des outils qui simplifient la vie des patients, qui s'intègrent dans leur quotidien et qui améliorent la qualité de vie. Ça, c'était le premier point. Ensuite, je vais reprendre la phrase de Gandhi qui dit « Tout ce qui se fait contre moi, tout ce qui se fait sans moi se fait contre moi ». Et je crois que c'est un témoignage de la fédération. On a tous les jours des personnes, des startups qui viennent et qui nous disent « On a inventé le super truc qui va révolutionner
améliorer la qualité de vie des personnes diabétiques. Est-ce que vous pouvez le tester, nous donner votre avis? Oui, non, mais c'est très bien que vous venez nous voir, mais c'est dommage, vous auriez pu venir nous voir dès le début, quand vous avez eu l'idée, pour qu'on le construise ensemble, pour qu'on améliore ensemble cet outil. Alors vraiment, bon, alors c'est pas mal, vous venez nous voir maintenant que vous l'avez fini avant de le lancer, mais pour nous, c'est déjà un peu, enfin, c'est déjà clairement tardif. Voilà. C'était le témoignage que je voulais faire. Et je crois que on en a discuté avec Nicolas. Hein, c'est vrai que moi, je participe à des groupes de travail sur la restauration de la confiance dans les médicaments. Et c'est vrai que je ne voudrais pas participer, peut-être dans 10 ans ici même, à des groupes de travail sur la restauration de la confiance des patients dans le numérique. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Monsieur, non, vous voulez pas parler? Non. Alors, Madame Cereza, peut-être d'abord. Je crois que la question là, de la mise à disposition des données à la personne qu'elle concerne, on a le même débat sur Linky. Hein, le compteur intelligent. Moi, j'ai horreur des objets intelligents parce que j'aime mieux que ce soit moi qui le soit ou tous mes contemporains plutôt que les objets. Mais c'est vrai que Linky, il n'est pas encore gagné que celui dont Linky c'est pas médical. Oui, c'est pas médical. Je veux préciser parce que comme on est quand même dans un contexte médical, on est peut-être certains à se poser la question. Donc c'est le compteur. Alors c'est un compteur électrique qui mesure la consommation d'électricité et qui n'est pas encore forcément, qui fait partie d'ailleurs des éléments de surveillance qu'on envisage. Hein, faut pas l'oublier. Mais Linky d'abord. Il n'a pas été gagné d'emblée que les données sur la consommation de la maison soient d'abord accessibles aux consommateurs et ensuite aux fournisseurs. Et c'est vrai que cette vraie question de l'accessibilité du patient aux traces d'action sur son dossier, de l'accessibilité du patient aux données, soit au nom de préoccupations déontologiques qui sont louables, hein, mais qui ne doivent pas cacher aussi une espèce de sensation de propriété sur les données. Je crois que c'est très important de bien être sûr qu'on va faire du numérique au service de choses utiles et en impliquant tout le monde, et pas qu'on va, grâce à des algorithmes, transformer la prévention, transformer, enfin, tout ce que l'on veut transformer. D'abord, je crois qu'il faut effectivement qu'on soit capable de se dire que, en tant que consommateur ou en tant que patient ou en tant que... On a d'abord envie de savoir quelles données on transmet, quelles données on a, et on a aussi envie de pouvoir déjà les faire traiter en fonction de vos objectifs et pas nécessairement en fonction des objectifs de l'industriel, des moteurs de recherche ou de l'assurance maladie. Et c'est sûr que quand, en plus, comme dans la téléobservance, on considère que l'objectif de l'assurance maladie il est premier et important, mais que l'objectif de l'amélioration de l'apprentissage et de l'éducation thérapeutique, il est subsidiaire, c'est quand même une vraie question. La dernière question, pour que chacun ait le temps de pouvoir faire sa pause déjeuner et puis revenir pour ceux qui voudront nous faire l'honneur de revenir cet après-midi. Christian Yvar, agence régionale de santé de Picardie. Donc c'est pas une question, mais justement on est dans un retour d'expérience et j'ai entendu des choses peut-être un petit peu caricaturales, mais quand j'entends télémédecine égale médecine low cost entre guillemets, je réponds simplement de façon peut-être aussi provocante. Est-ce que le numérique dans la prise en charge de ces 20 dernières années n'a pas fait progresser sensiblement cette prise en charge et n'a pas amélioré le diagnostic et la médecine? Deuxième chose, le numérique au service de la santé, au service des patients, je réagis sur la caricature de la personne âgée ne sachant pas utiliser le numérique, que j'ai entendu tout à l'heure. D'abord, le numérique au service de la santé et du patient, le patient n'est pas forcément dans ce cas-là utilisateur du numérique. Il bénéficie du numérique. Typiquement dans la prise en charge dans le cadre d'activités de télémédecine, et là ce sont des retours d'expérience et des belles histoires qu'on peut avoir dans notre région,
la personne âgée prise en charge dans une EHPAD qui évite un déplacement passe pour une interprétation ou une consultation post-opératoire et qu'elle a évité d'être trimballée en ambulance et d'être éventuellement en perte de repère parce qu'elle se retrouve dans un endroit qu'elle ne connaît pas. Elle a bénéficié du numérique, mais elle n'a pas utilisé le numérique, ce qui n'empêche pas d'avoir des systèmes ergonomiques pour les soignants, pour évidemment avoir des choses qui soient facilement utilisables. Deuxième retour d'expérience, téléconsultation en dermatologie, prise en charge de plaies complexes. Le numérique, c'est pas forcément des choses très très compliquées, mais pour l'avoir vu, et vous l'avez peut-être d'ailleurs vu sur certains médias, où dans le cadre d'une téléconsultation, enfin, d'une téléexpertise qui était organisée entre un personnel soignant et un médecin sur une plaie complexe. Il y avait donc cet échange qui était effectué via des moyens de mise en relation, notamment tablettes et visioconférences. Le patient a pris des mains la tablette du personnel soignant et a dialogué directement avec le médecin. Et cette personne était une personne diabétique, polypathologie et qui avait un certain âge. Il a utilisé le numérique. Certes, ce ne sont pas des choses très compliquées, mais comme le disait Michel Cereza tout à l'heure, chacun utilise le média qu'il a entre les mains tel qu'il le souhaite pour lui apporter ce qu'il attend que ça apporte. Là, pour le coup, la mise en relation, le patient ne pouvait pas voir, ne pouvait pas toucher le médecin, ne pouvait pas sentir le médecin, mais il avait la tablette et il a dialogué avec le médecin et il a pris des consignes auprès du médecin sur le comportement qu'il devait avoir. Donc le numérique au service de la santé ne veut pas forcément dire systématiquement que l'usager est utilisateur du numérique. Il en bénéficie. Je vous remercie. Voilà pour cette table ronde qui se tenait jeudi 15 mai au Sénat, consacrée au numérique et à la santé, et plus précisément à des retours d'expérience, puisque le numérique a déjà fait son apparition, par exemple, à l'hôpital. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les auditions sur notre site sur publicsénat.fr. Prochain rendez-vous de l'actualité parlementaire cet après-midi à 16h30 pour 24h Sénat. La séance présentée par Delphine Girard. Très bonne fin de journée sur les chaînes parlementaires.